Bonjour à tous et bienvenue. Parlons d'un sujet un petit peu plus léger, un petit peu plus joyeux, puisqu'on va évoquer une farce, celle du football français. Alors bon, c'est une farce tragico-comique et je vais volontairement ironiser et prendre le parti d'en rire et d'expliquer que c'est folklorique, parce que j'ai un peu besoin de me changer les idées, vu que je suis encore dans l'affaire Haïti. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, on a publié cette semaine le 3e article dans le quotidien anglais The Guardian sur les abus sexuels commis par le président de la Fédération haïtienne de football, Monsieur Jean Bart, envers des joueuses, notamment mineures. Et donc le New York Times a fait son enquête, Human Rights Watch, bref, aujourd'hui le monde est en train d'ouvrir les yeux sur les atrocités commises par cette fédération depuis maintenant 2 décennies, et on ira au bout, je vous rassure, c'est un combat de tous les instants, parce qu'on ne touche pas aux enfants. Néanmoins, j'ai aussi besoin de m'aérer un petit peu l'esprit, de parler d'autre chose, et je pense aussi que c'est très important d'être critique vis-à-vis de notre propre pays, vis-à-vis de notre propre football. Et moi, ça me fait mal au cœur quand même depuis des semaines, le spectacle du football français. C'est-à-dire, il suffit de parler à des dirigeants, ils te disent tous, putain j'ai honte de ce qui est en train de se passer. Entre les règlements de compte, les punchlines, on a des slammers, comme dirigeants, laissez-moi vous dire. La mauvaise gestion, le fait que chacun essaye de jouer d'abord sa propre carte, qu'il n'y a aucune solidarité. Et puis alors le pire, c'est les fuites dans la presse. Le fait qu'on veut porter plainte contre X à cause des articles et tout, alors que quasiment tous les dirigeants du football parlent, c'est un cirque. Et je pense que vous le voyez, le cirque actuellement, il suffit de voir aussi l'état des 10 grands clubs, des 10 locomotives du football français, qui fait peur. On voit à Bordeaux, on voit à Saint-Etienne, on voit à Monaco, on voit à Marseille, l'état des finances, des projets sportifs et tout. Les choix aujourd'hui à Lyon qui laissent quand même très perplexe également, notamment l'influence de Gérard Houllier. Bref, aujourd'hui ça fait flipper le football français, ça fait vraiment flipper. Donc, les appels aux ministres, les conflits politiques et tout. On va avoir le temps de décortiquer tout ça, mais avant toute chose, je tiens à dire que c'est le sujet le plus facile que j'ai eu à faire, parce que qui veut travailler autour des problèmes de gouvernance du football français, il a qu'à décrocher son téléphone, tout le monde parle. T'as des gens de la LFF qui vont parler. À la LFP, t'as plusieurs camps, donc t'inquiète pas. T'as les présidents de club, les dirigeants qui sont avec eux. Ensuite, ils mettent leur message à certains amis, à certains recruteurs, à certains directeurs sportifs, directeurs généraux, etc. Donc tu as quand même tout, on va dire, les directions des clubs qui sont au courant des réunions Zoom, parce que les réunions Zoom entre les présidents, c'est quelque chose. Ensuite, t'as les agents qui sont potes avec les présidents, les journalistes potes avec eux, leurs amis. Tout le monde appelle. Tout le monde appelle tout le monde pour essayer de plus en plus influencer la presse. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans une bataille d'ego. Le problème du football français, il est très simple. L'ego. Qui a la plus grosse ? Les dirigeants qui pensent à une chose, c'est baiser. Je suis désolé, mais c'est un véritable problème du football français. C'est la libido absolument délirante des mecs qui font des choix non pas pour leur club, mais vis-à-vis de qui leur envoie des filles et avec qui ils sortent. T'as des gens qui travaillent bien, attention. T'as quand même des clubs plus ou moins sérieux. Ces clubs-là, tu les entends pas dans les réunions. Parce qu'en fait, le niveau, il est tellement consternant, il est tellement apocalyptique, parce qu'ils veulent tous se faire la guerre. Il y a des réunions qui ont dû être finies prématurément, parce qu'ils commencent à s'insulter tous. Et depuis le début du confinement, comme je vous le dis, ils peuvent pas se voir physiquement. Donc là, ils doivent tous se réunir, vu les circonstances, pour trouver des solutions. Mais vu qu'ils peuvent pas se voir, et qu'ils disent toujours ce con de, cette merde de, et qu'ils se mettent plein de couteaux dans le dos, et le pire dans tout ça, c'est pas uniquement qu'ils se détestent, c'est qu'ensuite, il y a des journalistes, j'appellerais ça des propagandistes, qui vont faire leur jeu et publier des articles pour flinguer un autre camp. Il y a même un article dans un très grand média radiophonique qui a été retouché par les chefs tellement c'est abusé la propagande. Mais bon, encore une fois, ça va être un heureux hasard que ça concerne toujours les mêmes personnes. Donc, comme je vous dis, c'est à la fois très simple de traiter ce sujet-là parce que tout le monde parle, mais de l'autre côté, c'est très compliqué de te dire, mais en fait, c'est une jungle, c'est même pas la jungle, c'est la loi du plus fourbe, le foot. Pas la loi du plus fort. La loi du plus fourbe. On est en plein dedans. Et donc là, je vais quand même raconter quelques anecdotes, mais le début. Donc, arrive cette crise sanitaire et tout, la plupart des présidents disent on va pouvoir rejouer, donc ils travaillent sur plusieurs scénarios. S'il y a une reprise, comment il y a une reprise, donc jusqu'à là c'est normal. Des groupes de travail s'opèrent et tout. Sauf que déjà à ce moment-là, tu as des inimitiés. Parce que forcément, comme je vous dis, à la FFF, les élections l'an prochain, donc Olas, Le Graët, d'autres, certains qui auraient peut-être des vues sur la FFF, il y a beaucoup de légendes aussi à ce niveau-là. Sachant qu'on se rappelle, maintenant il y a quelques années, que Olas a essayé de putcher Le Graët avec Darmon et tout ça, donc ça a gardé des inimitiés. Bon, folklore. Mais bon, c'est de la politique. C'est tout, c'est de la politique. Dans le même temps, Le Graët, il a l'arme atomique dans sa manche, ce qu'on appelle la délégation. La délégation qu'il a du ministère. S'il a envie, il peut la retirer. Donc bon. On va dire que Le Graët, à un moment donné, tout le monde disait bon, est-ce qu'il va siffler à la fin de la récréation ? Parce que s'il sort le coup de la délégation, les mecs de la LFP vont dire ouf. C'est un truc, à un moment donné, d'ailleurs, c'était il y a quelques années, on n'était pas passé loin, enfin bon. C'est encore un autre sujet, le coup de la délégation. Arrive ensuite la LFP, pour bien vous expliquer le bordel. Donc selon les statuts, la présidente, donc Nathalie Bois de la Tour, a un peu d'influence, mais c'est surtout le directeur général qui dirige. De par les statuts, c'est lui qui a le plus de pouvoir. Donc c'est Didier Quillot. Didier Quillot, il a un clan avec lui. Jacques-Henri Hérault, vu que c'est lui qui va le placer à McCourt à l'Olympique de Marseille. Il a aussi en Ligue 1, comment il s'appelle ? J'ai perdu son nom. Bernard Cayazo de Saint-Etienne. Joannin d'Amiens. Et derrière, que le marionnettiste exceptionnel, Vincent Labrune aussi.
Donc là, tu as ce clan-là, qui a beaucoup d'amis avec la presse et tout ça. On pourrait revenir aussi sur Joannin, certains liens, Vincent Labrune, le plus grand ambianceur de Ligue 1. Ensuite, t'en as d'autres, t'as Olas, qui a aussi certains mecs. Olas suscite énormément d'inimitié dans le football français, mais il a quand même aussi des soutiens. Ensuite, t'avais l'histoire du conflit d'intérêts vis-à-vis de Nasser. Nasser, c'est aujourd'hui très tendu avec Didier Quillot vis-à-vis de Bein, du contrat des droits télé qui n'a pas été payé et tout. Arrive rapidement le premier problème de tout ça, c'est l'argent. Évidemment, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Surtout que les clubs tirent la langue financièrement. Donc le fait que la saison elle est terminée, mais surtout que Bein et Canal ne payaient plus. Donc là, il y a un manque à gagner, etc. Donc ils ont travaillé sur plusieurs hypothèses. Et là, il faut regarder la gueule du document quand même. Tu as Gérard Lopez, patron de Lille, Loïc Ferry, patron de Lorient, qui arrive avec une proposition. Alors j'adore le truc avec le bateau, comme vous le voyez là, qui... T'as l'impression, regardez, tout va bien, c'est la quiétude. Hein. J'ai l'impression que c'est encore un PowerPoint de la 4ème techno d'Erieux, donc de mon collège à la base en plein Isère. On nous aurait dit ouais, 10 ou 11, mais là... Quand tu sais que le navire est en train de couler, je trouve que c'est très marrant ce petit dessin-là. Donc ils ont une proposition, ils ont émise, d'aller emprunter sur les marchés financiers. Alors comme tu peux le voir, c'est quand même un document très sommaire qu'ils ont ensuite expliqué à l'oral, je tiens quand même à le dire. Au milieu, ils te parlent d'un cabinet d'avocats, et moi j'attire vraiment l'attention sur deux trucs. Donc il y a deux options de prêt, comme vous le voyez, donc il y en a plus de 400 millions quand même, vu que c'est le manque à gagner, etc. Et donc eux, leur plan, c'était d'aller sur les grands marchés financiers. Mais regardez cette ligne-là, mandat de 1%. Alors c'est pas très clair. Est-ce que c'est pour le cabinet d'avocats? Est-ce que c'est pour... Je pense que c'est pour le cabinet d'avocats quand même, mais bon. C'est-à-dire qu'en plus, tant qu'à faire, il y a moyen de gratter un billet pour le cabinet d'avocats et tout ça. Et donc leur idée, parce qu'ensuite ils l'ont expliqué, c'est d'aller sur les grands marchés financiers faire des emprunts. D'accord. C'est-à-dire des emprunts, parce que les emprunts dans le foot, attention, hein, c'est des emprunts costauds, c'est pas 1% et demi, hein, c'est 7, 8, 10%, 12%. Ils ont défendu ça. Tranquillement. On va faire un emprunt... Non mais... C'est-à-dire pour... Mais attends, on va faire des ronds, mais bien entendu. Donc le lendemain de cette proposition-là, t'as Le Graët, il a dit bon, non, arrêtez. Là il a... Fin de la récréation, il a dit si un emprunt, il sera garanti par l'État. Et c'est d'ailleurs la situation qu'on a aujourd'hui. Alors ensuite est arrivée cette fameuse, donc les fameux groupes de travail et tout. D'un côté, t'avais ceux du National, alors ça c'est drôle. Les 20 clubs du National ont réussi à se mettre d'accord, en disant on veut geler les descentes, etc., vis-à-vis des risques financiers et tout, parce qu'il va y avoir des dépôts de bilan et tout ça. Ce qu'on peut comprendre parce que des clubs risquaient une double descente, c'est le cas du Gazlec et de Béziers. Ce qui a été très dur à encaisser, notamment quand tu vois la masse salariale de Béziers cette année. Donc voilà, une solidarité et tout. Et pour une fois, le foot français était solidaire, les 20 clubs étaient d'accord. Non, bon, sauf que c'est plus facile que les 20 clubs de National donnent l'exemple que ceux de Ligue 1. En fait, plus tu montes, plus c'est n'importe quoi. En Ligue 2, t'as Ferracci, propriétaire du PFC, très très proche évidemment de l'Elysée, de par son fils, etc. Donc lui qui a été un peu la locomotive, qui a justement beaucoup influé pour essayer, là notamment cette idée de Ligue 2 à 22, etc. On aura le temps d'y revenir dans une vidéo spéciale. Mais en Ligue 1, t'as absolument aucun consensus. Absolument aucun. Sachant, et là c'est très marrant, il faut le dire, tu vois Toulouse chialer aujourd'hui avec Amiens, surtout Toulouse. C'est quand même marrant, parce que moi je me rappelle qu'au tout début, il y a un deal qui a été passé, selon tes années de présence en Ligue 1, 1,5 million si je dis pas de bêtises, tu touches, hein? Toulouse, les dirigeants, en termes d'hypocrisie, on est à un niveau très 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 élevé. Le gouvernement vient de sauver le football français, d'accord? La plupart des dirigeants et tout le monde voulaient arrêter. C'est ça la vérité. Sauf qu'ils veulent pas le dire vis-à-vis des fans, c'est tout. Et ils sont très contents, parce qu'aujourd'hui le prêt il est garanti par l'État. C'est-à-dire que l'État s'est porté garant vis-à-vis du foot français parce qu'il y a des clubs qui allaient vraiment en dépôt de bilan. Alors je peux comprendre, il y avait le manque à gagner vis-à-vis des droits TV et tout. Mais vous allez voir la guignolerie après. C'est-à-dire que ce prêt-là, garanti par l'État, sera remboursé sur les 4 prochaines années sur le nouveau contrat de droits TV. T'as aucune garantie que Mediapro va l'honorer ce contrat. Ils ont même pas demandé de garantie bancaire. Bravo! Mais ça se travaille super bien. On demande une garantie d'actionnaire. Je rappelle juste un truc dans les droits TV pour ceux qui sont pas au courant. Mediapro, l'UEFA a statué en faveur de Bein à un moment donné parce que un peu compliqué. Je rappelle ce qui s'est passé en Italie. Je tiens à dire que le consortium chinois qui a mis l'argent, etc., du jour au lendemain, il peut la mettre. Ça va se décider au niveau de la mairie de Shanghai et tout. C'est un micmac assez compliqué. Sachant que Mediapro à l'époque, ils ont été sauvés 2 fois par le Qatar. Bah oui, parce que Mediapro, quand même à la base, ils peuvent remercier le Qatar. Alors après, il y a une brouille vis-à-vis de Nasser, les mecs de Mediapro il y a 2 ans. C'est encore autre chose. Ça, c'est un autre débat. Mediapro, ils veulent sortir l'argent, en effet. Ils peuvent te le sortir. Les Chinois peuvent te le sortir, il n'y a pas de souci. Est-ce que l'argent ils l'ont sorti pour le moment? Non. Est-ce que quelqu'un sait s'il va être sorti? Non, on peut pas le savoir aujourd'hui. Je souhaite pour tout le monde qu'il sorte. Mais est-ce qu'on peut en être sûr? Non. Est-ce que quand tu signes un contrat pareil, tu es tellement content, tu dis le milliard, t'as montré le contrat, t'as même pas fait le job derrière, t'as pas demandé une avance, t'as pas demandé... Oh, tu demandes une garantie d'actionnaire. MP Silva, de Ricardo Silva, quand c'est vendu au consortium chinois, ça fait quoi MP Silva aujourd'hui? Oh merde! Oh merde! Faites très attention aujourd'hui. Même à l'UEFA, ils ont les gros doutes.
Et nous, comme des cons, on fonce et on se dit on va rembourser le prêt alors qu'on n'est même pas sûr que tout le contrat soit honoré et qu'il y ait déjà des négociations entre les autres diffuseurs parce que leur but est justement de partager les droits. Ils ont le droit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est tombé aussi bas, on est aussi con. C'est ça. Le plan de Didier Quillot. On va ramener des investisseurs des États-Unis pour venir. Ah ouais, Bordeaux, gros succès. McCourt, gros succès, vu l'argent qu'ils ont. Gros succès. Il y a des investisseurs qui sont intéressés pour des clubs de Ligue 2. Eh ben tiens, si j'essayais de les ramener avec mon pote du Red Star, parce que j'ai envie qu'il y ait un deuxième grand club à Paris et je m'entends bien. Donc il y a plein de rachats qui ont foiré potentiellement, des mecs qui étaient intéressés parce que le directeur général de la Ligue a interféré et essayé de leur faire racheter le Red Star. Il n'y a pas un conflit d'intérêt là non plus. C'est ça le football français comme c'est géré. Et donc l'État a sauvé. Parce que les clubs sont tellement mal gérés que la plupart sont en grand déficit structurel, c'est-à-dire que chaque année, ils perdent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent, excusez-moi. Et donc ils ont besoin de transférer des joueurs pour être un petit peu à flot. Sauf que là, il va pas avoir de transfert quasiment cet été. Et tous les clubs en Europe connaissent la situation des clubs français. Ils savent qu'à Lille, c'est la merde. À Marseille, c'est la merde. À Saint-Etienne, c'est la merde. À Bordeaux, c'est la merde. Et dans d'autres. À Caen aussi, tiens. Ajaccio. Plein d'autres. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On sauve les gros clubs parce que le prêt en question, il faut se rendre compte. Le manque à gagner des droits TV, qui est réel, attention, et en effet, il faut de l'aide, je comprends à ce niveau-là. C'est quasiment que les gros clubs, parce que les autres ont quasiment tout touché. Je vous avais fait une vidéo complète qui expliquait cela, il y a le tableau et tout. Mais je tiens encore à dire, on sauve les gros clubs. On en a rien à foutre de la N1, la N2, la N3. Parce qu'aujourd'hui, la 4ème division, la 5ème division, la 3ème division, ce sont aussi des économies. C'est aussi des petites PME, etc. C'est aussi des emplois et tout. C'est aussi quelque chose d'important dans les villes, dans les villages, etc. d'avoir des clubs de foot. Ils passent encore à la trappe et c'est eux qui vont le plus souffrir de tout ça. Sauf que le foot, c'est aujourd'hui un enjeu de pouvoir. Donc les gros clubs, etc., on les sauve. Ça arrange tout le monde et c'est une grande hypocrisie. Les joueurs sont quelque part contents, les dirigeants étaient contents. Et là, il y a même des accords qui étaient passés. C'est une énorme hypocrisie. Les seuls qui peuvent se plaindre, c'est Boulogne-sur-Mer. Ils sont 3e de national, officiellement barragistes. Et là, on me dit, ils vont rester en national, alors qu'on va faire la Ligue 2 à 22 et que Orléans et Le Mans et Niort, ils se sauvent. Attendez, comment tu expliques que Boulogne, ils restent en national? Ils sont barragistes. Comment ils ont... Attends. Et donc Orléans, qui était largué complet, eux, ils restent en Ligue 2. Ok, d'accord. C'est où la logique, là? Alors attention, encore une fois, il n'y a pas de bonne solution. Le gouvernement a dit, on arrête. Bon, on arrête, j'ai envie de te dire. Le foot n'est pas au-dessus des lois. Il faut quand même le rappeler à ces messieurs-là. Donc au tout début des réunions Zoom, ils ont dû en arrêter certaines parce que les mecs s'insultaient les uns les autres. Bah ouais. Ils peuvent pas se voir, donc bon, c'est ça. T'en as un mec sur Zoom, il a oublié de mettre l'appel en silencieux. Il a reçu un autre appel, putain, c'est plus d'une heure, j'écoute toutes ces merdes là. T'as Olas qui fait slammer, c'est-à-dire Olas, pour le coup, qui a perdu énormément de points depuis qu'il fait Guignolo, là, faire proposition sur proposition, c'est un complot, c'est ci, c'est là. J'ai envie de te dire, gère mieux ton club, Arrête que Gérard Rouillet te dit exactement ce que tu as envie d'entendre et de l'écouter pour faire tous les choix qui est en train de te phagocyter le club, avant toute chose, au lieu de créer au complot. T'as fait une saison de merde. C'est tout. Et Jean-Michel Aulas, et là c'est triste parce qu'on a affaire à un des meilleurs gestionnaires du football français de très très loin. Et je le respecte énormément pour plein de choses, parce qu'il a fait plein de bonnes choses. Faut pas balancer les mecs, on n'est pas dans une vision binaire. Il avait eu des super discours d'ailleurs dans les réunions en disant hey, le foot n'est pas au-dessus des lois, on peut pas oublier les autres, l'image du foot, etc. Rivière, le président de Nice, avait enchaîné et tout. Là, il s'est complètement ridiculisé, il s'est mis à dos plein de monde. Et les mecs t'attendaient que ça aussi pour le flinguer de l'autre côté. Et donc, avec Héros, c'est des joutes verbales sur joutes verbales en interne. Jacques-Henri, avec ton petit air de prof de Sciences Po, parce qu'à un moment donné, il expliquait, Héros, oui, ça aussi c'est un concept, comment gérer les clubs au niveau économique. Quand tu vois la situation de l'Olympique de Marseille, mais il devrait être disqualifié, il n'a pas la parole. Il y a quelques jours, en effet, avec Bertrand Desplaces, c'est parti en couille, président de Guingamp qui a menacé Héros, je vais te choper, on va se trouver, etc. Donc après, il était là, Desplaces avec ses clopes, etc. Tu voyais le mec, il était à fond. Takita, son surnom en interne, c'est le génie qui sort de la lampe parce qu'ils disent, mais il fait des interventions, on comprend pas. À un moment donné, il avait sorti, non mais moi je vous dis, on m'appelle de l'étranger, et on me dit qu'on est très courageux de vouloir reprendre le foot. Sauf que ça avait rien à voir avec ce que les gens ont dit avant. Donc en fait, ils sont passés directement à autre chose. Là récemment, ils n'étaient pas d'accord sur quoi voter. Tita disait, bon, moi je dis, il faut qu'on vote. Oui, mais on va voter sur quoi? Non mais faut qu'on vote. Et les autres, ouais, faut qu'on vote. Donc ils votent. Avant que le vote soit terminé, que la réunion soit finie, c'est déjà dans l'équipe. Ouais, c'est qui a parlé? Ensuite, t'as une réunion, elle commence à 15h, donc 15h10. À 15h37, Jean-Michel Aulas, il tweet sur Ferracci, le président du PFC. Et donc, au bout d'une heure, ouais, Jean-Michel, t'as tweeté, c'est pas normal. Faut rire ou faut pleurer? Faut rire ou faut pleurer, les mecs? Voilà, c'est ça. Le foot français, c'est ça. Donc, c'était pour dire qu'on se donne un spectacle, c'est une catastrophe, et j'espère un seul truc, c'est qu'on va faire un reset de tout ça. Mais malheureusement, non. Et t'as quand même des gens bien au milieu. T'as quand même Olvec, critiquable sur les mandats à Monaco. Mais dans tout le reste,
Là, depuis qu'il est arrivé à Rennes, les discours qu'il a, il essaye de fédérer, etc. Nasser, Nasser s'est énervé par contre il y a 3 jours. Nasser qui dit rien, même lui il a dit j'en ai marre, c'est n'importe quoi. Même Nasser. Bon, Nasser qui essaie quand même de fédérer, qui pense même au petit club, etc. Bon, après il y a le conflit d'intérêts et tout, avec Canal, les droits TV. Mais globalement, dans la manière dont il se porte avec les autres, ça va. Caillot de Reims, c'est le seul qui a travaillé sur le volet social. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Le volet social, le volet quoi? Non, volet argent. On est dans cette vision-là. Et tous les autres. T'as Keller et Nicolas, ils veulent pas trop parler parce que tu sens que les mecs ont plein le cul. Rousselot de Nancy, il a quasiment rien dit. Là, il a parlé il y a 2-3 jours, etc. en disant moi, je mets la main à la poche pour mon club. Par contre, il y en a beaucoup ici, ils la mettent pas. Rania Saf de Nîmes, il dit rien. Monaco, alors Monaco, ils voulaient mettre un salary cap. Je comprends pas ce que ça faisait non plus, la remarque. Bon, c'est pas grave. Ouais. J'ai une question aussi à vous poser. Que ce soit la FFF, la LFP, etc. Ils sont normalement garants de l'intégrité des compétitions, etc. Quand tu as des escrocs à la tête des clubs qui rachètent, est-ce que la Ligue n'a pas une responsabilité, surtout que des enquêtes peuvent être diligentées et qu'il y a des gens qui travaillent pour eux? C'est la première question. Quid de la DNCG, est-elle vraiment libre et aujourd'hui a-t-elle de véritables possibilités d'agir? Je tiens pour preuve le discours du président de Bordeaux, Nicolas de Taverneau, dans un leak publié par les Ultramarines qui disait « Je suis passé, on leur a expliqué un business plan, bon, et là il dit « Je vais passer la DNCG en claquette ». Tout va très très bien. Troisième point, la DNCG a dit qu'elle serait justement plus stricte cette année, malgré tout ça, et qu'il y a quand même une grande différence entre la DNCG amateur vraiment stricte et la DNCG pro, malheureusement, qui ne commande pas trop, ou alors quand elle sort de Dijon il y a une dizaine d'années avec plein de caisses de pinard quand Dijon était un peu en difficulté. Non mais il y a pas... Non, on m'a dit, non, le foot français n'est pas protégé par le politique. Oui, bien sûr, à d'autres... Il y a quoi d'autre qui... Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, j'en perds mon latin, j'en perds mon français, j'en ai assez dit. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à très vite pour l'affaire Haïti, pour d'autres affaires que j'espère plus joyeuses.